D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Soulahata Tirela. Je bosse à l'Institut Pasteur de la Guyane au laboratoire des interactions virus-hôtes, laboratoire qui étudie, entre autres, les maladies émergentes et côté faune sauvage plutôt. Laboratoire qui est dirigé actuellement par Madame Anne Laverne. Et je vais vous présenter nos travaux sur les habitats comme déterminant de la diversité virale chez cette espèce de rongeur. Mais avant de lancer ma première diapo, je vous remercie tous de votre présence et notamment à David qui a fait la coordination de toute cette activité. Donc, l'ordre des rongeurs en Guyane est composé de 36 espèces aujourd'hui, dont 19 sont dans la famille des Chryssétidés et 7 espèces dans la famille des Échidnidés. Les rongeurs sont connus globalement pour être porteurs de virus zoonotiques en Guyane. Il y a le virus Maripah, un hantavirus qui est à l'origine de syndrome cardio-pulmonaire avec un taux de fatalité assez élevé. En dehors de ça, on a des arénavirus, un virus Patawa découvert chez les rongeurs aussi, mais dont la pathogénicité aujourd'hui n'est pas avérée encore. Mais des virus de cette famille-là sont connus pour provoquer des fièvres hémorragiques ici en Amérique du Sud. Et un autre virus qui fait partie toujours des arénavirus, c'est le LCMV biamus musculus et qui est connu partout dans le monde et à l'origine en fait de méningites chez l'être humain. Les rongeurs sont connus pour leur grande adaptabilité aux habitats. On les trouve dans les habitats de forêts primaires et perturbées, dans les zones de savane, les zones agricoles, urbaines et périurbaines. Et dans ces dernières zones, ils peuvent être en contact élevé avec les êtres humains. Même si on a toutes ces données sur les rongeurs, on ne connaît pas encore la diversité virale en soi et ses déterminants sont un peu connus aussi. Et dans cette étude, ce qu'on cherche à établir, c'est est-ce que le type d'habitat est un déterminant de la diversité virale chez les rongeurs. Donc pour cela, on a étudié 7 espèces qu'on trouve dans 4 types d'habitats. On trouve les 7 espèces dans les habitats de forêt perturbés, dont 5 font partie de la famille des Chryssétidés et 2 de la famille des Échidnidés. Les autres types d'habitats en savane, on ne trouve que Zygodontomys brevicoda en savane et en zone périurbaine, tandis qu'en forêt primaire, on trouve Ulaemis megacephalus et Proechinis guianensis ainsi que Proechinis cuviale. Des espèces telles que Oconus orientepi, Oconus bicolore et Ulaemis longanus ne sont présentes qu'en forêt perturbée. Après sélection de ces espèces, on obtient donc 12 combinaisons d'espèces habitat au total. 442 prélèvements ont pu être faits sur 187 individus au total. On a procédé à 3 types de prélèvements, des prélèvements de tissus de rein et de rate et du sérum. Après ces prélèvements, une extraction à l'ISIMAG a été faite et l'extra d'ARN a été traité au DNase pour éliminer les ARN de l'hôte avant extraction des ADN viraux. Et l'inverse aussi est fait. En fait, il y a un traitement à DNase pour les extractions d'ARN avant extraction des ARN viraux. Donc après ça, on a une faible quantité en fait de matériel génétique, ce qui oblige à faire une amplification whole genome amplification avec de l'ADN et whole transcriptome amplification pour les ARN. Après ces étapes-là, un séquençage ASEC 2500 a été fait sur 36 poules de combinaisons d'organes par espèce et par habitat. Une fois le séquençage fait, on récupère les rides brutes qu'on nettoie. Un assemblage de nouveau est fait, ce qui nous permet d'obtenir des contigues. Et ces contigues sont assignés taxonomiquement en utilisant de l'homologie par BLAST, notamment BLASTM et BLASTX. En parallèle, on mappe les rides nettoyées sur les contigues, et ce qui permet en fait d'obtenir une quantification de nombre de rides par contigue. Les contigues assignés au virus ont été étudiés avec une profondeur minimale de 10 rides par contigue en moyenne. Et cette quantification permet donc d'avoir le nombre de rides attachées à un niveau taxonomique aux organismes en passant par les contigues.
Ensuite, on a procédé à des mesures de diversité. D'abord, la richesse qui représente le nombre d'espèces virales. Ensuite, l'abondance qui représente le nombre de virus par espèce virale. Et ces deux notions peuvent être mises en relation pour étudier la diversité, donc établir l'équitabilité représentée par l'alpha-diversité, en mettant donc en relation la richesse et l'abondance des espèces. Cette alpha-diversité a été mesurée en se basant sur l'entropie de Rényi avec le nombre de Hill, qu'on appelle aussi le paramètre alpha, dont les valeurs vont de 0 à plus infini. Il y a des équivalences avec cette métrique, telles que la richesse, l'index de Shannon et l'index de Simpson, avec respectivement des valeurs alpha de 0 où on retrouve la richesse, à 1 on retrouve l'indice de Shannon et à 2 on retrouve l'indice de Simpson. Et il y a un autre avantage, c'est que cette métrique permet aussi de voir le poids des espèces rares. Tout cela se présente sous forme d'un graphique avec ici, comme on voit en haut, on a une communauté A qui a toutes ces valeurs, quelle que soit la valeur d'alpha, ces valeurs d'entropie de Rényi plus élevées que la communauté B. Et dans ce cas-là, on dit que la communauté B, A, est plus diverse que la communauté B. Dans nos résultats, après séquençage, on a obtenu 1 milliard de rides. Et après assemblage de nouveau, on a obtenu 5 millions de contigs, ce qui représentait 15% des contigs et les virus représentaient 15% des contigs et 8% des rides. On a obtenu 27 familles virales dans l'ensemble des combinaisons d'espèces habitat. Les distributions représentées ici sur une heatmap, dont la valeur de la cellule est représentée par le log de 1 plus le nombre de contigs. Et on voit en fait en axe Y les familles virales et en axe X on voit ouais, c'est l'inverse. Bon, on voit les familles virales par rapport aux combinaisons d'espèces habitat et la valeur de la cellule, plus elle est foncée, plus en fait il y a eu de contigs, il y a des séquences assignées à cette famille-là. On voit donc qu'il y a des distributions inégales des familles virales selon les espèces habitat. On ne trouve pas tout à fait la même chose. Et ces contigs ont été aussi reliés à leurs hôtes primaires, ça peut être des vertébrés, des invertébrés, les deux, des plantes, des amibes, etc. Donc, alors, on revient. Ça, c'est après assemblage de nouveau et l'ensemble des espèces habitat. Ensuite, les espèces qui sont présentes dans plus d'un habitat ont été sélectionnées, ce qui réduit à 9 espèces habitat. Et on a fait une matrice au niveau du genre viral et le nombre de reads qui représentent le genre ont été mis dans chaque cellule, qui permet de réduire aussi la diversité à 50 genres viraux et 9 espèces habitat. Après calcul des alpha-diversités, et toujours basé sur l'entropie de Rényi, on a utilisé donc les nombres de Hill en axe X et le log de Rényi-Hill, de l'indice de Rényi-Hill en ordonnée. Et on voit que en plus on a une diversité, alpha-diversité plus élevée en forêt primaire et moins élevée en forêt perturbée. Toujours sur le même principe, chez Proechinis cuvieri, on a quand même les deux courbes qui chevauchent jusqu'à 0,5 et ensuite en forêt intacte, on a une alpha-diversité plus élevée. Donc, il y a une tendance à une alpha-diversité plus élevée en forêt primaire comparée à la forêt perturbée. Pour Elaemis megacephalus, on a la même tendance, les deux courbes se croisent vers 0,25 et vers 2, en fait, les deux courbes sont à peu près égales. On a une tendance là aussi avec une alpha-diversité plus élevée en forêt primaire, mais pas aussi franche que certaines espèces. Et en dernier, on a Zygodontomys brevicoda qui est présente en savane et en forêt perturbée ainsi qu'en zone périurbaine. Et on voit en fait un gradient avec les zones de savane qui ont une alpha-diversité plus élevée, une alpha-diversité, on va dire, intermédiaire en forêt perturbée et en fait des valeurs d'alpha-diversité moins élevées en zone périurbaine.
on a vu que cette métrique permettait en fait de mettre en évidence le poids des espèces rares. Et on voulait voir en fait si en supprimant progressivement des taxa rares, c'est-à-dire avec des abondances relatives les plus faibles, en partant des plus faibles et en montant progressivement, avec des valeurs d'abondance relative de 0,1%, 0,1 et 1%. À chaque pourcentage, on supprime les taxa qui sont inférieurs à ces valeurs-là et on recalcule en fait les diversités pour voir en fait si on perd de la diversité à cause des espèces rares. En faisant ça, on a vu que on a une perte de diversité et de richesse dans les milieux intacts, en zone de forêt et savane, pour Proechimis cuvieri et Proechimis UNM6, ainsi que Zygodontomis brevicola. Donc, ces habitats-là avaient plus d'espèces rares comparés aux habitats perturbés. Il y a une exception cependant, c'est Elaenis megacephalus, où en fait, on avait presque une diversité importante en zone perturbée, et c'était pas franc, ça dépendait des métriques ou des pourcentages qu'on utilisait, c'était pas très franc. Donc, une diversité plus importante au global dans les habitats intacts a été constatée avec plus d'espèces rares. En discussion, en fait, les différences de diversité ici sont expliquées par des espèces dominantes qui sont très importantes dans les zones perturbées, avec une richesse moins importante par rapport aux zones intactes, qui, elles, en fait, ont plus d'espèces rares. Et ce patron de diversité a déjà été montré dans des métagénomes océaniques bactériens. Et en fait, ces espèces rares sont connues dans ce cas-là pour avoir quand même un rôle très important dans les écosystèmes, avec un impact sur les processus biogéochimiques globaux. Et on s'est intéressé plus particulièrement au profil de diversité de Proechimis cuvieri et Elaenis megacephalus. On a pu voir en fait l'importance des virus d'insectes avec comme conséquence des interactions biotiques différentes chez ces deux espèces-là qui sont connues. On sait que dans les zones perturbées, des fois, quand il n'y a plus de végétaux, assez de végétaux, notamment en saison sèche ou quand l'habitat est vraiment bien dégradé, les espèces de rongeurs telles que Elaenis peuvent adapter leur alimentation et dans ce cas-là, manger plus d'insectes, ce qui peut expliquer des fois en fait la présence de virus d'insectes plus que d'habitude. Et chez Proechimis cuvieri, d'autres types de virus, c'est notamment des virus d'arbovirus qui sont en fait présents dans les milieux perturbés. En fait, dans ces milieux, on peut avoir aussi beaucoup d'espèces d'arthropodes qui, en fait, il n'y a pas de diversité, c'est juste des abondances très importantes et du coup, un contact beaucoup plus important avec les arthropodes, donc une transmission possible d'arbovirus chez les rongeurs. Et l'adaptation, par exemple, de l'alimentation se retrouve aussi dans d'autres viromes faits à New York, en zone urbaine, où en fait, il y a une adaptation et les rongeurs sont abattus. En fait, on leur a adapté leur alimentation aux rats et aux souris. Donc, la rareté peut être un frein en fait à la diffusion de pathogènes viraux, avec comme première explication ce qu'on appelle l'effet de dilution, c'est-à-dire la circulation des virus peut être arrêtée, stoppée par des hôtes qui ne sont pas sensibles, entre guillemets, qui ne reproduisent pas, répliquent pas le virus pour le retransmettre. Donc, ça casse un peu les chaînes de transmission. Ou alors, ça peut être expliqué par les virus eux-mêmes qui, en fait, n'infectent pas un grand nombre d'hôtes, ne s'adaptent pas à tous les hôtes, et ce qui peut aussi arrêter, en fait, leur diffusion à grande échelle. Aujourd'hui, on peut dire que le risque en fait d'apparition d'épidémies en Guyane est un peu minoré par deux autres facteurs, qui sont que les écosystèmes sont moins perturbés, donc il y a encore beaucoup de diversité. Et ensuite, il y a un deuxième facteur qui est que la population est concentrée notamment sur la bande littorale et que l'intérieur du territoire est faiblement occupé par les humains. Et ce qui réduit en fait l'exposition des humains peut-être aux pathogènes dans la faune sauvage. Cependant, même si ce risque aujourd'hui reste faible,
on a quand même des phénomènes de déforestation qui sont de plus en plus avancés. Et même si le risque est faible, ce n'est pas un résultat définitif. Il faudra continuer à surveiller tout ça. L'apparition future d'épidémies n'est pas exclue. Voilà. Avant de vous donner la parole, j'aimerais vous remercier pour votre attention et remercier notre équipe et ses membres, ainsi que les financeurs tels que l'ABEX-CEBA, l'Institut Pasteur de la Guyane et la région Guyane via les FEDER qui a financé ces travaux. Merci. Super. Merci. Merci, Sora. Je vous en prie. Merci à Super. vous. Je suis à votre disposition pour les questions ou des parties qui ne seraient pas bien comprises. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que je peux poser une question? Sylvie Le Collinet, je suis virologue au CIRAD et je travaille sur les arbovirus tout particulièrement. Et je vous remercie pour cette super présentation. Moi, j'avais une question parce qu'on parle là de diversité virale et je me demandais si vous aviez regardé également la diversité en termes de quasi-espèces. Pour un virus donné, est-ce qu'il y avait possibilité d'aller voir véritablement la diversité génétique au sein de cette espèce virale? Et est-ce que vous observiez là aussi des modifications en fonction des habitats? Voilà, c'était... D'accord. Merci. Je vous remercie pour cette question. En effet, ce serait intéressant de regarder comment en fait les structures génétiques des populations d'un virus particulier, notamment les arbovirus, on sait qu'ils passent d'un hôte à l'autre et dans leur cycle, ils ont une adaptation qui se fait, qui est très importante. Et pour répondre à ces questions-là, effectivement, les quasi-espèces seraient très intéressantes, mais on ne l'a pas fait dans cette étude. La raison est que, en fait, quand on s'intéresse à plein d'espèces virales, on n'a pas assez de profondeur pour voir véritablement en fait la structure génétique d'une population virale donnée. C'est vraiment deux méthodes qui sont presque pas compatibles de faire un métagénome et d'arriver à avoir assez de données au niveau populationnel pour étudier les quasi-espèces virales. Donc, ça répond à votre question. Merci. Merci à vous. Oui, j'ai une question. Ça concerne la heatmap. Qu'est-ce que tu as utilisé pour la faire? Alors, la heatmap, je l'ai faite sur R en Ok. utilisant, alors comment, PHeatmap, c'est une librairie R qui est dédiée à ça. Et en entrée, c'est vraiment alors, c'est pas sur ce tableau-là, parce que là, on a des rides sur le tableau à droite. Mais c'est un tableau similaire avec les quantités représentées par un log nombre de quantiles. Et ensuite, si besoin, je peux t'envoyer un peu le code qu'on a utilisé Ok. pour produire la heatmap. Et voilà. Ok, je veux bien, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas Merci. de problème. Je t'en prie. Et en fait, alors, pour Damien, dans l'article, il y a un peu dans la partie matériel et méthode, il y a, Mhm. alors, un article qui est en première, je ne me suis pas arrêté dessus, mais il y a les informations pour les librairies, etc., etc., et comment on a procédé aussi dans le matériel et méthode, pour la documentation. Merci. Ouais, merci.
Oui, moi aussi, j'ai une question. Oui, par rapport aux méthodes que tu as utilisées. J'ai vu donc entropie, il y a plusieurs méthodes d'entropie, c'est ça, Shannon et Ouais. d'autres entropies. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est quoi un peu est-ce que euh, tu penses que c'est très différent les Shannon entropie et Rényi? Est-ce qu'elles sont, pourquoi avoir utilisé celle-là, entropie de Rényi? Alors, en fait, c'est pour avoir... alors, je reprends, c'est vrai que les mesures d'alpha-diversité souvent sont calculées par des équations d'entropie. Celle de Rényi a le mérite, en fait, de tous les mettre ensemble. C'est-à-dire, on peut trouver des équivalences avec plein d'autres façons de calculer cette entropie. Et en utilisant celle-là, en fait, on voit que avec plusieurs mesures différentes, ça vient consolider le fait que, en fait, dans un milieu, tu as une diversité plus importante qu'une autre. Et du coup, voilà, D'accord, d'où, en fait, le choix de celle-là. super. Merci, merci. J'avais une question. Bonjour. J'aimerais Bon, savoir à partir de quel matériel biologique les analyses ont été réalisées? Est-ce que ce sont des fécelles? Est-ce que c'est du sang? Enfin, à partir de quel matériel biologique initial? alors, ce qu'on a par espèce, c'est des prélèvements, même au niveau individuel, hein, d'abord. On a des reins, de la rate et du sérum. D'accord, merci. Je vous en prie. Super, mais merci. Merci encore, Sora. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce que il y a encore des questions ou bien... En tout cas, c'était très clair. Merci, hein. Moi, j'ai bien aimé ta présentation. Merci. Ok, merci à vous tous et à bientôt pour les prochaines présentations. On sera là. Ok, à bientôt. Merci Mais bonne beaucoup. journée. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. À bientôt. À Ouais. bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt.